Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une réflexion sur le rapport entre le corps et l'esprit, et je vous propose de le faire plus exactement à partir de ce que l'on peut trouver dans un certain nombre de dialogues de Platon. On a souvent en tête, à propos de la philosophie en général, mais aussi à propos de Platon plus particulièrement, que nous trouverions dans ces réflexions une sorte de haine du corps, en tout cas une dévalorisation du corps, qui viendrait en parallèle d'une survalorisation, d'une promotion de l'esprit. Ça semble tout à fait conforme à l'idée que l'on peut se faire en temps normal de la philosophie. Et chez Platon, on trouve cette idée par exemple dans la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Chez Platon, on aurait donc les prémices de toute une culture de la haine du corps et de la survalorisation de l'esprit, qui serait à certains égards le préalable de ce que l'on retrouverait dans le christianisme. Alors c'est vraisemblablement ne pas rendre justice au christianisme qui compte quelques aspects de valorisation du corps, et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ne pas rendre justice à la réflexion de Platon qui est un peu plus nuancée que cela. En effet, est-ce que l'on trouve chez Platon l'idée que le corps est à mépriser? Oui, on trouvera des passages pour accréditer cette idée si on les cherche. Mais on aurait tort de se limiter à ces seuls passages-là et de ne pas tenir compte de tout le reste du corpus qui, contenant d'autres remarques sur la relation entre le corps et l'esprit, nous invite donc à revoir un peu les modalités de cette relation pour faire pleinement justice à la pensée de Platon, et parce que, à titre personnel, cela peut nous suggérer des pistes pour mieux concevoir la façon dont on souhaite euh, à la fois envisager cette relation entre le corps et l'esprit, et puis ensuite l'investir pour la vivre et la pratiquer de manière assez quotidienne. Le point d'appui que l'on peut prendre à ce propos, c'est une formule assez célèbre que l'on retrouve donc dans quelques dialogues de Platon, et qui a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires, mais aussi, par la même occasion, de contresens. Platon, en effet, déclare en plusieurs endroits que le corps est un tombeau pour l'âme. En grec, cela se dit soma sema, soma le corps, c'est ce qu'on retrouve dans l'idée par exemple de somatisation et de somatique. Le corps, donc, sema, est un tombeau. Cette idée, par exemple, vous allez la retrouver dans un des dialogues de Platon qui s'appelle le Phèdre. Elle est à ce moment-là simplement évoquée à travers l'expression suivante, ce tombeau que l'on nomme le corps et que nous emportons avec nous. Et s'ensuit une comparaison entre le corps avec l'âme à l'intérieur d'un côté et l'huître, la coquille avec la chair de l'huître de l'autre. On va trouver une remarque un petit peu plus appuyée dans un autre dialogue qui s'appelle le Gorgias. Dans ce dialogue, Socrate, qui est donc un peu le porte-parole, comme souvent dans ces dialogues socratiques de Platon, qui est donc le porte-parole de Platon, explique que, à bien des égards, nous devrions nous considérer de notre vivant même comme déjà mort. Ou plus exactement, c'est notre âme qui est morte, puisque elle se trouve prisonnière d'un corps qui lui offre des conditions tellement inappropriées à sa vie, tellement antinomiques avec ce qu'il faudrait à cette âme, que cette âme est en train de dépérir et qu'on peut se considérer comme déjà mort. Nous sommes, si on veut tirer ça vers une mythologie un petit peu plus contemporaine, nous sommes, dans ce que dit le Gorgias de Platon, des sortes de zombies, des sortes de morts-vivants, une âme presque morte, dans un corps qui la transporte comme il peut. Mais on marque le pas vraiment avec un autre dialogue, dans lequel on ne retrouve pas d'ailleurs exactement, littéralement, cette formule de Platon, soma sema, et qui est le Phédon. On n'y retrouve pas ces deux mots-là, d'accord, mais l'idée qui va avec, cette condamnation du risque que le corps fait courir à l'esprit, ça fait pleinement partie du Phédon, et c'est la raison pour laquelle
je vous en parle ici. Ce que l'on observe dans ce dialogue, c'est effectivement une volonté très nette de vouloir libérer l'esprit de l'emprise du corps. Et d'une certaine manière, ça tombe bien parce que le Phédon, c'est le dialogue qui vient clore une séquence des dialogues platoniciens dans lesquels on assiste à l'accusation, au procès, à une proposition d'évasion, puis donc à l'exécution de Socrate qui a été condamné à boire la ciguë au motif qu'il corrompait la jeunesse et qu'il ne respectait pas les dieux de la cité. Donc on a un enchaînement comme ça entre différents dialogues, et dans le Phédon, c'est le moment où va vraiment avoir lieu l'exécution de Socrate. Et tous ses amis sont affligés à la perspective que Socrate doive les quitter, mais Socrate les console, les rassure en leur expliquant qu'au fond, ce qui va se passer là, à travers sa mort, c'est ce à quoi il a œuvré toute sa vie, autrement dit la déliaison de l'âme et du corps. Donc la mort représente l'aboutissement du travail philosophique de Socrate. Elle est le moment de la libération réelle de l'âme. Et l'âme va ainsi, pure de toute souillure du corps, évoluer vers une connaissance enfin digne de ce nom. On retrouve donc dans le Phédon une mise en accusation du corps qui est effectivement celui qui empêche de penser correctement, celui qui empêche de mettre en place une connaissance véritablement rigoureuse. Platon établit donc dans le Phédon la possibilité d'une action du corps sur l'âme, une action qui prend la forme, on l'a vu, d'une perturbation. Mais cela fonctionne également dans l'autre sens. Il est possible, dit Platon dans la suite du Phédon, que l'âme agisse sur le corps, que l'âme prenne soin du corps, que l'âme finalement vienne empêcher le corps de sombrer dans la maladie et de la faire sombrer avec lui dans la maladie. Ainsi, lorsque le corps développe en nous une tendance dont on sait qu'elle serait morbide, l'âme a les moyens de résister à cette tendance, de s'y opposer, voire de tirer ce composé qu'est le corps et l'âme, donc l'homme tout entier, de le tirer dans une autre direction que celle que le corps pourrait avoir impulsée. À ce stade-là, on arrive donc à l'idée qu'effectivement, nous sommes l'union d'un corps et d'une âme, mais que cette union n'est pas la mise en présence de deux instances d'égale dignité, d'égale valeur, elle est l'attelage de deux êtres dont la nature est différente et qui sont différents aussi en termes de valeur, avec une prédominante de la part de l'âme. Est-ce que c'est le dernier mot de la pensée de Platon? Non, vraisemblablement non. Et pour cela, il faut que nous revenions à la réflexion sur ce soma sema dont j'ai parlé il y a quelques instants. Une autre des occurrences de l'expression, c'est un dialogue platonicien qui s'appelle le cratyle. Et dans le cratyle, on trouve la version la plus étoffée de cette expression chez Socrate, chez Platon, pardon, même si c'est Socrate qui parle, puisque le texte dit la chose suivante. Certains disent que c'est le tombeau, sema, de l'âme, le corps donc, dans la mesure où elle y est proprement ensevelie. D'autre part, comme c'est par le corps que l'âme signifie tout ce qu'elle signifie, en ce sens aussi, il est correct de l'appeler signe, sema, mais selon moi, les orphiques ont surtout établi ce nom dans l'idée que l'âme purge une peine qu'elle doit payer, et ils tiennent le corps pour une enceinte qui doit la garder, à l'image d'une prison. Ils pensent donc que le corps est bien, comme son nom l'indique, soma, garde de l'âme, jusqu'à ce qu'elle ait payé sa dette, sans qu'il soit besoin de rien changer au mot, pas même une lettre. Alors on voit ici tout un jeu de la part de Platon sur la polysémie du terme séma, qui peut désigner le tombeau, mais qui peut aussi, avec une légère variation, désigner le signe. Et effectivement, on se rend compte que le corps peut être ce qui signifie l'âme. C'est par l'intermédiaire du corps que l'âme peut faire passer du sens,
peut faire passer un savoir sur ce qu'elle éprouve. C'est ce que je suis en train de faire par exemple en ce moment. Les pensées qui naissent dans mon esprit investissent le corps et utilisent le corps comme un moyen de signifier ce que vous ne pouvez pas voir puisque c'est de l'ordre de la pensée. Et vous récupérez donc les signes que mon corps envoie, en particulier ma voix, et vous avez accès, par l'intermédiaire de ces signes, à ma pensée. Mais plus intéressant encore, nous dit Platon, plus intéressant parce qu'il n'y a même pas besoin dans ce cas-là de faire subir une petite variation aux mots que l'on emploie. On pourrait aller jusqu'à dire que le corps est une citadelle, une résidence surveillée pour l'âme. Et c'est ce fil qu'il nous faut suivre, qu'il nous faut tenir et suivre pour pouvoir prendre tout à fait la mesure de ce que l'union de l'âme et du corps représente chez Platon. En effet, que dit-on exactement quand on dit que le corps est un tombeau pour l'âme? Essayons de prendre un instant au sérieux cette métaphore du tombeau. Est-ce qu'on dit par exemple que le corps est ce qui rend l'âme malade, ce qui souille l'âme au point de la faire dépérir? On peut en douter très raisonnablement parce que, somme toute, lorsque un corps est porté au tombeau, le mal est déjà fait à bien des égards. La souillure, la maladie, ce qui a causé la mort est intervenu avant. Ce n'est pas le tombeau qui fait mourir le corps. C'est parce que le corps est déjà mort qu'on le porte dans le tombeau. Et donc on ne peut pas accuser le tombeau d'être ce qui a provoqué la mort de la personne dans laquelle on va la personne que l'on va placer dans ce tombeau. Il en serait de même, donc, si on veut suivre cette métaphore pour l'âme, ce n'est pas le corps qui affaiblit, voire qui fait dépérir l'âme, c'est parce que l'âme est faible qu'elle s'incarne, qu'elle a besoin de s'incarner, c'est parce que l'âme est imparfaite et qu'elle est affectée par d'autres imperfections que celles qui viennent du corps lui-même, que l'âme va se retrouver assignée à résidence dans un corps. Ça n'est pas le cas avec les dieux, c'est ainsi que dans ce dialogue dont je parlais tout à l'heure, le Phèdre, Platon présente les choses, ce n'est pas le cas avec les âmes divines qui ont une perfection telle qu'elles échappent à l'incarnation. Elles n'ont pas besoin d'en passer par l'étape de l'incarnation. Mais nous, notre âme est une âme de seconde qualité. Elle n'a pas la même étoffe, elle n'a pas la même qualité, elle n'a pas la même subtilité que les âmes divines dans la pensée de Platon. Donc, en raison de ces imperfections, elle se retrouve à suivre un destin qui n'est plus du tout le même. Et elle doit accepter, du fait de son imperfection, de se retrouver associée à un corps, mais il ne faut pas inverser la relation. Ce n'est pas parce que nous avons un corps que notre âme est défaillante, c'est bien parce que notre âme est défaillante que nous avons un corps. Et d'ailleurs, la toute fin du texte du Cratyle, celle qui met en avant la possibilité d'interpréter ce soma sema dans le sens d'une assignation à résidence de l'âme dans le corps, nous incite aussi à développer cette représentation de la relation entre le corps et l'âme et à disculper le corps de toutes les misères faites à l'âme. Si on suit là encore très rigoureusement la métaphore, dire que le corps est le lieu d'assignation à résidence de l'âme, c'est partir du principe que l'âme a commis une faute, s'est retrouvée dans un état tel qu'il était nécessaire de l'assigner à résidence. Dire que c'est le corps qui fait flancher l'âme, qui la rend défaillante, ce serait aussi peu cohérent que de dire qu'on met en prison des gens qui étaient irréprochables, et que ces gens qui pourtant étaient irréprochables, arrivés en prison, deviennent fautifs, deviennent délinquants. Non, c'est l'inverse qui se passe. C'est parce qu'ils sont tombés dans la délinquance ou dans la criminalité qu'on les met en prison et que cette épreuve doit servir de levier pour leur rétablissement, pour leur rédemption, si on veut dire en un terme plus religieux. Et il en va de même donc pour l'âme. C'est parce que l'âme est imparfaite, puisque structurellement c'est une âme humaine et non pas divine, c'est parce que l'âme est imparfaite qu'il faut qu'elle ait l'occasion de compenser,
de peut-être racheter cette imperfection, si tant est que ce soit possible, en étant assigné à résidence, en étant mis à l'épreuve par une sorte de peine qu'il va falloir purger. Et c'est à l'issue de cette peine que l'on verra si elle est ou non capable de faire mieux dans une existence différente. Là, on a un temps de mise à l'épreuve qui est le résultat de l'imperfection de l'âme, et non pas inversement, une imperfection de l'âme qui est le résultat de son ancrage dans un corps. Une telle réinterprétation de cette expression platonicienne du soma sema nous oblige donc à revoir assez profondément la manière dont on concevait les relations entre le corps et l'esprit. Il ne s'agit plus de dire que, hélas, notre esprit subit la disgrâce de devoir s'incarner et que, en raison de cette incarnation, elle ne peut pas donner la pleine mesure de ce dont elle était capable. Le corps est tout simplement le vaisseau approprié pour notre âme. Puisqu'il s'agit d'une âme humaine, il fallait à cette âme humaine un vaisseau qui soit le corps humain. D'ailleurs, on observe que Platon, lorsqu'il écrit le Phédon et qu'il fait dire à Socrate que sa mort sera le moment de la déliaison de son âme et de son corps, le moment de sa délivrance. Il précise bien qu'en aucun cas il ne s'agirait d'anticiper, en se donnant soi-même la mort volontairement, ce moment de la déliaison. Le temps où l'âme doit être la compagne du corps, c'est un temps qui est nécessaire, c'est ce qui nous convient, ce qui convient à notre nature humaine. Donc, même si on reconnaît une hiérarchie qui, elle, n'est pas changée, hein, il reste tout de même une valeur plus grande de l'âme par rapport au corps, il faut cesser d'incriminer le corps et d'en faire la sale bête que notre âme doit traîner avec elle et dont tous ces malheurs proviennent. D'ailleurs, à la fin du Phédon, puis dans un autre dialogue qui est probablement le plus célèbre des dialogues de Platon, à savoir la République, on trouve une idée qui va compléter cette disculpation du corps. En effet, réfléchissons-y un instant, nous venons de dire que corps et âme étaient deux substances de nature différente. Il y a d'un côté la pensée pour l'âme, de l'autre la matière pour le corps. Si ce sont des natures si différentes, comment peut-on envisager que l'une vienne contaminer l'autre? Comment pourrait-il y avoir action d'une nature bien spécifique sur une autre nature radicalement différente? La réponse de Platon, c'est que ça ne se peut pas. Le corps est trop différent substantiellement de l'âme pour être en mesure de contaminer l'âme. Ce sont des choses qui, bien que associées, unies en une même personne, restent hermétiquement séparées par la divergence de leur nature. Et sur ce point, il nous faut en passer à une autre image que Platon emploie pour parler des relations entre le corps et l'esprit. Non plus celle du corps qui serait le tombeau de l'âme, mais celle de la statue du dieu marin Glaucos qui est donc évoquée dans la République. Platon nous raconte l'histoire de cette statue qui aurait été plongée dans la mer et qui, représentant un dieu, donc un être parfait, aurait progressivement été défiguré parce que le temps passant, des algues, des coquillages, différents accidents surviennent qui vont défigurer la statue. Et quand on regarde bien ce passage, ce qui nous est dit, c'est qu'un certain nombre de choses viennent se surajouter à la statue. La statue en elle-même, sous la couche d'algues, de coquillages et de saleté, elle reste présente, elle reste elle-même. Les événements extérieurs à la statue, les différents accidents, les différentes choses qui se greffent dessus, n'entament pas la substance propre de la statue. De sorte qu'on peut envisager de déblayer cette statue, de faire en sorte de consciencieusement retirer tout ce qui est venu la souiller et la rendre méconnaissable, pour en revenir à la statue elle-même, à la figure divine qui reste mais cachée sous tout ce qui s'est ajouté à elle. Il en est de même pour l'âme.
notre âme dans le corps est chargée, accablée d'un certain nombre de maux, sa nature divine n'est presque plus reconnaissable pour cette raison. Pourtant, si nous étions capables de la dégager de cette gangue dans laquelle elle se retrouve actuellement emprisonnée, à la manière de ce dont nous parle le Phédon, lorsqu'il nous dit que la mort va délivrer l'âme de son inscription dans un corps, eh bien nous pourrions retrouver l'âme telle qu'en elle-même, l'âme initialement pure de toute cette fréquentation du corps. Ainsi donc, le corps n'affecterait que superficiellement l'âme, ou plutôt il fournirait les circonstances d'une sorte de dégradation de l'âme, mais il n'en serait pas la cause directe. Pour établir cette idée, pour la conforter, Platon va prendre une comparaison. Et il va expliquer que, au fond, on dit parfois que nous sommes tombés malades, que notre corps est tombé malade, parce que nous avons par exemple ingéré des aliments qui étaient malsains, des aliments qui étaient périmés par exemple et qui nous ont rendus malades. Mais Platon fait remarquer que un corps en parfaite santé ne peut pas recevoir la maladie de l'extérieur. Un corps en parfaite santé ne peut pas intégrer par contamination depuis les aliments de la maladie. Pour que le corps tombe malade, il faut qu'il ait déjà une sorte de prédisposition à cette maladie. Il faut qu'il ait déjà une faiblesse, et les aliments malsains, les aliments périmés, ne servent à rien d'autre qu'à faire réagir cette faiblesse. Au fond, nous nous rendons nous-mêmes malades. C'est notre propre imperfection physique et notre propre imperfection psychique qui sont les premiers facteurs de nos maladies, de nos défauts. L'environnement ne fait que susciter l'activation de ces défauts. Et ainsi, au contact du corps, l'esprit ne fait rien d'autre qu'activer un problème qui est en lui. Une imperfection qui vient du fait qu'il s'agit d'une âme humaine et non pas divine, mais jamais on ne verra une âme qui est parfaitement saine se laisser troubler par un corps. Tant que l'âme est parfaitement saine, elle a les moyens de se mettre à l'abri des difficultés issues de notre corps. Pour achever de nous convaincre que le corps ne saurait rendre l'âme malade, Platon conclut que finalement, ce qui va caractériser la maladie quand elle s'empare du corps, c'est qu'elle conduit à la destruction de ce corps. Le corps finit par mourir à cause de sa maladie. Alors que l'âme ne peut pas mourir, l'âme dans le dispositif de Platon est immortelle, et donc une maladie de l'âme, c'est un dysfonctionnement des fonctions qui sont normalement dévolues à cette âme, mais l'âme ne peut pas dépérir elle-même, et donc ça fait une différence très très nette entre le mal issu du corps et le mal issu de l'âme. Alors, parvenu au terme de ces explications, quelles sont les conclusions que nous pouvons en tirer? Eh bien, tout d'abord, nous devons en conclure qu'il ne doit pas y avoir de mépris de notre part à l'égard du corps. Le corps est le vaisseau dans lequel notre âme est censée voyager, et donc nous ne devons pas le maltraiter. Au contraire, il y a un entretien minimum de ce corps à réaliser, que ce soit par le choix d'une alimentation saine ou par la pratique sportive, qui étaient des piliers de la vie saine selon les Grecs. Qui veut voyager loin ménage sa monture, puisque le corps est le vaisseau dans lequel notre âme est embarquée, eh bien faisons en sorte de ne pas martyriser ce corps. Deuxièmement, il faut en conclure que les difficultés que nous pouvons éprouver, les malheurs qui se logent dans notre âme, n'ont pas pour cause réelle les difficultés de cohabitation avec notre corps, mais la faiblesse inhérente à cette âme elle-même. Ce qui d'ailleurs est plutôt une mauvaise nouvelle parce que tant que c'était la cohabitation avec le corps qui entraînait la maladie, on pouvait espérer que cette maladie ne serait que le résultat des circonstances. Or, en disant que la maladie de l'âme est le résultat de la faiblesse inhérente à l'âme, on fait des maladies de l'âme des événements qui sont structurellement déterminés et donc inévitables. C'est la nature même de notre âme qui fait que, à certains moments, nous serons malheureux, nous serons dans l'incapacité de penser, de savoir ou d'atteindre la sérénité dont pourtant nous aurions besoin. Enfin,
Cette réflexion sur le corps et l'âme nous pousse à une troisième et dernière conclusion, qui est que nous avons besoin d'examiner de près ce qui se passe au niveau de l'âme elle-même. Et il faut savoir là que Platon va mettre en place une partition de l'âme. L'âme est composée de plusieurs parties qui peuvent s'opposer les unes aux autres, et c'est donc du côté des conflits intérieurs à l'âme, et non pas de la relation conflictuelle entre le corps et l'esprit, que nous devons aller chercher des réponses pour savoir, au fond, ce qui pourrait s'opposer à notre vertu, à notre bonheur. Mais en parlant des relations entre les différentes parties de l'âme, je quitte le terrain des relations entre le corps et l'esprit, et donc j'arrive au seuil de mon sujet, je risque même de le quitter, donc je m'arrête ici, je pense que pour aujourd'hui vous avez suffisamment d'informations à traiter et de réflexions possibles à partir de là, du moins je l'espère, et je vous salue donc. On se retrouve une prochaine fois, d'ici là, soyez sages.